Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au portrait d'un sacré scélérat, celui de Bel Ami, un classique de Guy de Maupassant de 1885. C'est l'histoire finalement intemporelle d'un homme dont l'ambition dévorante n'a d'égal que son absence totale de morale. Et c'est la grande question du roman en fait. Comment est-ce possible? Ça nous plonge directement dans le parcours d'un homme qui est prêt à absolument tout. Un parcours qui va non seulement le transformer lui, mais aussi révéler la vraie nature de la société parisienne qui l'entoure. Voilà, le décor est posé. On est à Paris, mais ce n'est pas juste une ville. Non, c'est un peu comme un immense échiquier. Et notre protagoniste, Georges Duroy, va devoir apprendre les règles, et vite, pour y avancer ses pions, en exploitant un système qui est, on va le voir, déjà bien corrompu. Pour bien saisir comment Duroy a pu grimper si vite, il faut d'abord regarder d'où il part. Et son point de départ, c'est un cocktail assez explosif de pauvreté, de charme et d'un ressentiment vraiment profond envers le monde entier. Cette petite phrase, elle dit tout de lui. C'est son moteur. Alors qu'il traîne dans les rues de Paris avec à peine 3 francs en poche, ce n'est pas tant la faim qui le ronge, c'est cette jalousie féroce qu'il ressent face à la richesse des autres. Et c'est cette amertume qui va devenir le carburant de son désir de réussite. Le contraste, il est vraiment saisissant. D'un côté, on a ses origines très humbles, fils d'aubergiste de campagne. Et de l'autre, un instinct de prédateur, qu'il a bien aiguisé pendant ses années à l'armée. C'est un potentiel brut, prêt à être lâché sur la capitale. Et là, c'est le moment clé. Un coup du sort, un pur hasard, Duroy tombe sur Forestier, un ancien pote de l'armée qui, lui, a réussi. Il est devenu rédacteur politique dans un journal influent, La Vie française. Cette rencontre, ce n'est pas juste une coïncidence, c'est l'étincelle qui va tout déclencher. Et c'est là que Forestier va lui donner sa toute première leçon. Et elle est cruciale. Dans le Paris de cette époque, la perception, ce n'est pas juste un détail de la réalité. Non, la perception, c'est la réalité. Franchement, le fossé entre les deux est énorme. Et il ne s'agit pas d'une différence de talent ou d'intelligence, pas du tout. C'est purement une question de statut, de présentation. Forestier, lui, il maîtrise les codes de ce monde, alors que Duroy n'est encore qu'un débutant. Et voilà le conseil, un peu cynique, c'est vrai, mais tellement essentiel que Forestier lui donne. L'apparence avant le confort. L'habit, ce n'est pas juste un bout de tissu, non, c'est l'uniforme qui vous donne le droit d'entrer sur le champ de bataille sociale qu'est Paris. Et Duroy, il ne perd pas de temps pour appliquer cette leçon. Sa stratégie principale pour grimper les échelons, elle est aussi simple qu'efficace. Il va se servir des femmes, méthodiquement comme des barreaux pour construire sa propre échelle vers le succès. Chacune de ces femmes, c'est une marche de son escalier vers le succès. Clotilde, c'est la sécurité matérielle et un peu de réconfort. Madeleine, c'est le cerveau. C'est elle qui lui donne une voix, un style, en écrivant carrément ses articles pour lui. Et enfin, Virginie Walter. Elle va lui ouvrir les portes de la haute finance. Et cette petite phrase de Forestier, ça devient carrément la devise de Duroy. Dans ce monde, les relations avec les femmes de pouvoir, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Et c'est l'outil le plus redoutable pour un homme ambitieux qui part de rien. Une fois qu'il met un pied dans le journalisme, Duroy comprend très vite une chose. La presse n'est pas là pour informer le public. Pas du tout. C'est une arme. Une arme pour manipuler les marchés, pour faire et défaire les gouvernements et pour régler ses comptes personnels. Il faut bien comprendre ça. La Vie française, ce n'est pas vraiment un journal. C'est le moteur de la corruption qui nourrit les ambitions de tout le monde. C'est en fait une arme déguisée en journal. Alors regardons d'un peu plus près ce montage financier. Le plan est d'une simplicité et d'un cynisme absolu. Un ministre lâche un secret d'État. Le journal publie de fausses infos pour faire paniquer les marchés. Les initiés achètent tout à bas prix et hop, l'invasion a lieu et ils empochent des fortunes. C'est de la corruption à très grande échelle sur le dos de tout le monde. Et le butin, 50 millions de francs. C'est le profit que M. Walter se fait sur cette seule opération. Une somme juste, astronomique pour l'époque. Ça prouve bien que dans ce système, le comportement le plus immoral est aussi, et de loin, le plus récompensé. Bon, on arrive maintenant au chef-d'œuvre de Duroy. Son coup de maître, le plan final pour s'emparer à la fois du pouvoir et de la richesse. Un mélange parfait de trahison, de manipulation et de chantage social. Et regardez-moi la vitesse à laquelle tout ça s'enchaîne. C'est une série d'événements calculés avec une précision quasi chirurgicale. Le but, se débarrasser de sa femme et s'incruster de force dans la dynastie Walter. Et là, c'est son coup de génie final. En kidnappant en quelque sorte Suzanne et en s'enfuyant avec elle, il salit sa réputation. Pour éviter le scandale, le mariage devient socialement obligatoire.
Il coince son puissant père, le met échec et mat, et le force à accepter cette union pour sauver les apparences. Et nous voilà arrivés à la scène finale, le couronnement, le mariage triomphal du roi qui est l'apogée absolue de toutes ces manigances. Imaginez la scène, on est à l'église de la Madeleine, le summum du chic parisien. Et ce n'est pas juste un mariage, c'est une célébration publique de sa réussite. L'outsider est maintenant au cœur du pouvoir. Et le plus ironique, c'est que toute la haute société qui l'a berné est là pour l'applaudir. Mais attention, ce triomphe n'efface pas tout. Chaque personne importante présente à ce mariage symbolise une étape de son parcours. Ses conquêtes passées, comme Mame de Marelle qui lui lance un regard qui veut tout dire et qui promet la suite de leur liaison. Et ses ennemis, comme Mame Walter qui le fusille du regard. Et pour couronner le tout, voilà la pensée qui traverse l'esprit du roi à ce moment-là. Pas l'ombre d'un remords, rien. Il est absolument convaincu de mériter tout ce qui lui arrive. Pour lui, ce n'est pas le résultat de ses manipulations, c'est une sorte de faveur divine. Il est l'arriviste parfait qui a complètement réécrit sa propre histoire. Et c'est là-dessus que Maupassant nous laisse, avec cette question. Une critique féroce de son époque, bien sûr, mais qui résonne d'une façon assez étrange aujourd'hui, non? Ça nous force à nous demander quelles sont les valeurs qui régissent notre propre société et quelle est la vraie nature du succès qu'on applaudit.